m'écrire simplement. Combien de fois nous ont-ils distraits? Combien de fois nous ont-ils soulagés? Combien de fois nous ont-ils consolés? Heureusement qu'ils existent. Merci. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, vous comprendrez aisément que les aléas de la route ont été à l'origine de ce petit retard. Mais c'est rien par rapport au long trajet sinueux que nous aurons à faire ensemble vers les idées qui sont les nôtres. Je sais que vous avez attendu un certain temps. Je sais que vous êtes en train de bouillir d'impatience d'accéder justement à cette théorie. Je ne vais pas vous retenir en haleine pendant longtemps. Je vais donc donner la parole au président de l'APC, M. Malanda Rodrigue, afin de développer, afin d'être plus explicite sur cette théorie. Effectivement, après son mot de circonstance, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions, car ceci, vous l'avez lu dans les invitations, est une échange. Nous devons échanger. Chacun de nous doit partir enrichi des expériences des autres. Et nous nous retrouverons peut-être sur le socle APC pour les défis à venir. Monsieur le Président, à vous. Merci. Mesdames et Messieurs les responsables d'Action permanente pour le Congo, distingués invités, chers membres, la construction d'un État-nation digne, moderne et prospère est l'ultime ambition pour tout peuple souhaitant constituer une communauté nationale dans laquelle peuvent s'exprimer librement tous les talents individuels et collectifs au service de l'intérêt général. Mais une telle ambition, pourtant si noble, fait toujours l'objet d'une multitude d'écueils endogènes et exogènes, dont les causes sont parfois liées aux frontières résultant de la conférence de Yalta, souvent au choix inapproprié des dirigeants, mais aussi de l'environnement politique international. La République du Congo, notre pays, fruit des rêves, prières et combats de nos ancêtres, ne déroge malheureusement pas à cette règle. Pire, l'histoire de notre pays est jonchée d'une pléiade de crises, partant de mouvements sociopolitiques aux guerres civiles, en passant par les coups d'État. Toutes ces épreuves, tout en forgeant une conscience politique chez chaque Congolais, ont aussi généré un désaveu de la chose politique dans son ensemble. Après plusieurs années d'échanges fructueux avec les populations congolaises, dans toute leur diversité, nous pouvons affirmer avec force que le problème du Congo, ce n'est pas le tribalisme, comme tentent de nous le faire croire certains apprentis sorciers, mais plutôt des différences criardes de niveau de vie entre les gouvernants, couplés de leur basse-cour, et la population dans sa plus simple expression. La résolution de cette crise existentielle opposant les gouvernants aux gouvernants, quel que soit leur bord politique, est la principale cause de notre action, synthétisée dans un concept nommé l'apaisement. Mesdames et messieurs, le contexte actuel de la République du Congo ne favorise aucunement l'installation d'un climat de sérénité dans notre pays. Il faut reconnaître que les différents accords de cessation d'hostilité signés entre les différents belligérants suite aux événements politico-militaires qui ont endeuillé notre pays ont permis la pacification du Congo. Mais nous pensons humblement qu'après le processus de pacification, il s'impose la mise en place de mesures correctrices, politiques, économiques, sociales et j'en passe, capables d'endiguer les germes fondateurs des conflits ayant entraîné notre pays dans un abîme repugnant. Aujourd'hui, vous en conviendrez avec nous, mesdames et messieurs, la République ne s'est pas donné les moyens pour éradiquer les causes véritables de nos errements. C'est pourquoi Action permanente pour le Congo a choisi, à travers le concept de l'apaisement, de proposer aux populations congolaises une politique alternative, pouvant, de concert, éradiquer définitivement les causes de conflits cycliques
qui retardent la consolidation de notre pacte républicain et établir une projection équilibrée sur l'avenir. Cette politique novatrice dont nous vous présentons quelques mesures ce jour, en attendant la sortie officielle de notre projet de société, permettra, nous en sommes certains, de donner à notre pays la place de choix qui doit être la sienne dans le Conseil international des Nations. Mesdames et messieurs, la République, tout en célébrant ses victoires, ses réussites, se doit impérativement de traiter ses fragilités. L'économie congolaise est portée depuis une dizaine d'années par un taux de croissance à 2 chiffres, résultant de la hausse du prix du baril du pétrole et de l'augmentation de la production pétrolière nationale. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'une fiscalité attractive que nous nommons pays franc pendant une période de 10 ans renouvelable. La mise en place de cette mesure est possible aujourd'hui. Parce que les recettes fiscales représentent souvent moins de 10% du budget national et les réserves financières accumulées depuis quelques années peuvent nous couvrir en cas de coup dur. Cette mesure, qui aura pour objectif principal de lancer à grande échelle la diversification de notre économie pour mieux préparer l'après-pétrole, ouvrira les portes de notre pays aux investisseurs de tous les domaines à la recherche permanente de pays à fiscalité alléchante. Ceci favorisera en même temps la résolution du problème du chômage, véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de notre État-nation en construction. Il est indéniable que la mise en place de cette mesure permettra de relever le niveau de vie de tous les Congolais et favorisera la fermeture de la fracture sociale existante entre les gouvernants et les gouvernés. Mesdames et messieurs, aucune construction ne peut être viable et fiable si elle n'intègre pas le processus de construction de l'humain. La construction de l'État-nation du Congo, digne, moderne et prospère, de nos rêves, est menacée, parce qu'une partie de notre population, déçue d'avoir toujours été oubliée dans la redistribution des richesses, est prête comme hier à suivre n'importe quelle va-t-en-guerre. C'est pourquoi il faut agir en urgence, en mettant en place un revenu moyen d'insertion et un minimum vital, un minimum vieillesse, je voulais dire, destiné à redonner un peu de dignité à tous ces laissés pour compte, ramener progressivement ceux-ci dans la giron de la République et ainsi couper l'arbre sous les pieds de tous les assoiffés du pouvoir, prêts à se servir d'eux une fois encore comme marche-pied dans leur conquête de gloriole. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous constatons la construction et la réhabilitation de nombreuses infrastructures hospitalières en République du Congo. Malgré cela, la situation sanitaire des populations ne s'améliore pas. Nous pensons donc qu'une nouvelle prise en charge basée sur une couverture maladie universelle s'impose. Ce n'est un secret pour personne qu'une partie de la population a difficilement accès aux soins parce que le système actuel, s'appuyant sur le paiement préalable d'une consultation, suivi de l'achat d'une ordonnance avant traitement, est trop onéreux et inefficace. Si à cela nous ajoutons la désertion des hôpitaux par le corps médical, préférant aller faire leurs prestations dans des structures privées pour arrondir leur fin de mois, le tableau est bien sombre. Il faut donc aussi une réorganisation du travail hospitalier en même temps qu'une revalorisation des salaires du personnel hospitalier. Mesdames et messieurs, il est inscrit dans la mémoire collective nationale que les politiciens de quel bord que ce soit sont les instigateurs des périodes sombres que traverse notre pays de façon séquentielle. L'instabilité politique ayant jalonné toute l'histoire du Congo
a installé dans tout le personnel politique national une insécurité psychologique. Nous pensons modestement que cette insécurité psychologique est le moteur de nombreuses dérives commises dans la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi il serait opportun de mettre en place un statut de l'homme politique inscrit dans la Constitution, de sorte que prennent définitivement fin les prises de pouvoir violentes et leurs corollaires. Ce statut, nous en sommes certains, apaisera considérablement les rapports des différents protagonistes politiques dans notre pays et permettra à la République du Congo de connaître la stabilité nécessaire pour son développement et sa modernisation. Mesdames et messieurs, les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la laïcité qui habitent chaque membre d'Action permanente pour le Congo nous ont permis de choisir naturellement la social-démocratie comme idéologie. Action permanente pour le Congo n'est ni un parti d'opposition, ni un parti au pouvoir. Nous savons que cette position est décalée des schémas politiques traditionnels, mais nous l'assumons, la revendiquons et la partageons. À travers le concept de l'apaisement, Action permanente pour le Congo souhaite contribuer à la construction d'une République du Congo éternelle, fraternelle et apaisée. Nous lançons donc un vibrant appel à tous les filles et fils du Congo, soucieux de voir se matérialiser le Congo auquel nous aspirons tous, à venir nous rejoindre. Bonne et heureuse année à tous. Que Dieu bénisse le Congo. Président, à ce propos, il n'y a pas de problème puisque le message est passé. Le plus important étant d'avoir explicité à la diaspora et à nos distingués invités ce qu'il en est. Alors, après le petit mot de circonstance, nous sommes obligés de galoper légèrement. Question de gagner du temps. Chers compatriotes, vous avez suivi le président de l'APC. De façon brève, il a essayé, n'est-ce pas, de vous donner les grandes lignes de sa politique. S'il y a des interventions, évidemment, il va de soi qu'il y en aura. Je vous prie, la méthode que nous proposons est celle-ci. Bonjour, Monsieur le Président, le lever 2014. Merci. J'aimerais juste vous demander d'être un peu plus explicite, de nous expliquer un peu, quand vous parliez, lors de votre discours, vous avez parlé du statut d'homme politique inscrit sur la Constitution. J'aimerais juste avoir quelques précisions. Comment comptez-vous mener ce point-là? Bien. Nous sommes partis d'un constat simple. Depuis un certain temps, chez nous, les hommes politiques, quand ils sont les affaires, se comportent comme des gens qui se préparent à partir. Je ne sais pas, vous êtes tous des Congolais, je pense que vous l'avez remarqué. Tous, ils préfèrent faire des investissements ailleurs. Ils feront quelques investissements au Congo, mais le plus gros de leurs investissements, ils les font ailleurs. Mais pourquoi? Parce que simplement, ils se disent que demain, si nous ne sommes plus aux affaires, certainement que tout ce que nous faisons, tous nos investissements seront soit repris par le nouveau régime, soit peut-être cassés par les populations. Voilà. Il faut qu'on sorte de cela. Ça fait un moment que ça fait 53 ans, excusez-moi, que ce pays existe. On ne va pas continuer à vivre des théâtres comme ça, de façon séquentielle. Il y a des gens qui sont aux affaires, et puis il y a d'autres qui viennent. Ceux qui sont là fuient à l'étranger, ils sont en exil, et puis, bon, ils attendent leur moment, ils se préparent pour revenir encore, reprendre le pouvoir, ainsi de suite. On ne peut pas continuer comme ça. Je pense que ce qui pousse, s'il vous plaît, c'est ici que ça se passe. Vous voulez un micro? Ça va venir. Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête. Nous sommes les fils et filles d'un même pays. On ne peut pas continuer à s'entre-déchirer comme ça. Il y a une certaine insécurité psychologique dans la tête des hommes politiques.
Voilà. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux à venir vous voir comme ça quand ils viennent en Europe discuter avec vous. Voilà. Ils ne sont pas nombreux parce qu'ils se sentent, dès qu'ils sont proches du peuple, ils se sentent en insécurité. Dès qu'ils sont près du peuple, ils se sentent en insécurité. Ça ne doit pas continuer. On doit trouver une solution. Hein. L'apaisement, c'est aussi ça. Apaiser un pays, ce n'est pas seulement apaiser le peuple, c'est aussi apaiser les dirigeants. Donc, il faut qu'on trouve un moyen. Je ne sais pas lequel. C'est une idée que nous sommes en train de creuser encore. Je vous ai dit, d'ici là, nous ferons une publication, c'est-à-dire qu'il y aura la sortie de notre projet de société, sortie officielle. Vous verrez, nous sommes en train de la creuser, mais nous pensons qu'il faut trouver un moyen pour que les hommes politiques arrêtent de se sentir comme à l'étranger quand ils sont aux affaires. Voilà. Il faut trouver un moyen d'inscrire une loi, c'est-à-dire, comment je vais dire, une mesure dans la Constitution, une mesure qui ne pourra pas être modifiée, parce que si c'est une mesure que tous les autres hommes politiques peuvent modifier à leur guise, bon, ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour que ces hommes politiques-là sachent, bien entendu, hein, ce n'est pas une façon de les protéger, aucunement. On doit inscrire dans la Constitution quelles sont leurs limites, hein, qu'ils comprennent bien quelles sont leurs limites, et qui comprennent aussi que la population ne leur en veut pas. Au contraire, ce que la population attend d'eux, c'est le bon travail pour qu'elle s'épanouisse. Voilà. Donc, nous sommes en train de creuser cette idée, mais très bientôt, vous aurez des précisions sur cette idée-là. Mais enfin,